Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un livre qui fait couler beaucoup d'encre, Démocratie à cœur. Quand Trump et la Silicon Valley piratent l'État américain. Ah oui, celui-là, il défraie la chronique. L'auteur Hicham El Adenani, consultant en intelligence stratégique, nous propose une analyse. Percutante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il décrit la stratégie du deuxième mandat de Trump comme quelque chose d'inédit, en s'appuyant sur le spectacle, le chaos, la technologie pour disrupter la politique traditionnelle. On a l'impression de lire le synopsis d'un thriller politique. Exactement. Mais concrètement, comment Trump utilise-t-il le spectacle et le chaos pour arriver à ses fins? Prenons l'ultimatum Fork in the Road lancé aux fonctionnaires fédéraux. Démissionner avec une indemnité ou risquer d'être licencié. Vous imaginez recevoir un email comme ça? Un coup de maître en termes de storytelling politique. Ça crée le buzz médiatique, galvanise les supporters, détourne l'attention D'accord. de manœuvres plus subversives. Et la nomination d'Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, le DOG. Oui, On dirait un scénario de science-fiction. c'est là que la Silicon Valley entre en jeu. Musk, l'archétype du disrupteur débarquant à Washington avec ses méthodes de start-up pour hacker le gouvernement. Le livre détaille comment son équipe a pris d'assaut des agences comme la NOAA ou l'UCD, D'accord. appliquant leurs recettes à l'appareil d'État, quitte à semer le chaos. Donc, selon El Adenani, Trump s'appuierait sur des figures comme Musk pour déstabiliser l'administration de l'Intérieur. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier le rôle crucial des réseaux sociaux dans cette stratégie. Ah oui. Les supporters de Trump deviennent des acteurs du spectacle en relayant, en amplifiant ses moindres déclarations. Une boucle de validation émotionnelle. Oui, qui alimente la machine médiatique et qui permet de contrôler son image. Intéressant. Mais d'où viennent ces idées? Qui sont les penseurs derrière cette stratégie? Le livre explore l'influence de figures comme Steve Bannon. Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, connu pour sa stratégie du flood the zone. Submerger le système d'action? Oui, pour paralyser l'opposition. Imaginez un torrent d'informations et de décisions contradictoires. Ça sature l'espace public. Oui, C'est une tactique redoutable pour déstabiliser ses adversaires et semer la confusion. tout à fait. Il y a aussi Curtis Yarvin. Curtis Yarvin. Oui, le théoricien du Dark Enlightenment. Dark Enlightenment, ça me dit quelque chose. Un courant de pensée qui prône un État technocratique dirigé par une élite éclairée. On est loin du populisme affiché par Trump. Et pourtant, C'est là que ça devient fascinant. Trump, avec son discours anti-système, oui. son mépris des institutions, sa fascination pour les hommes forts, semble faire écho à certaines idées du Dark Enlightenment. Attends, Dark Enlightenment, Mm. je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. Alors, le Dark Enlightenment, aussi appelé néo-réaction, remet en question les principes démocratiques et libéraux, considérant que la démocratie est inefficace, corrompue, qu'il faudrait la remplacer par un régime autoritaire, D'accord. dirigé par une élite compétente, visionnaire. C'est assez radical comme vision des choses. Oui. Et en quoi est-ce que ça rejoindrait le trumpisme? C'est une alliance contre nature entre le populisme et la technocratie, D'accord. avec la technologie comme outil de contrôle et de domination. Je comprends mieux. Cette alliance avec la Silicon Valley, quel est son rôle exact dans tout ça? C'est l'un des aspects les plus troublants du livre. El Adania analyse le rôle de Peter Thiel, Oui, milliardaire libertarien. oui, qui voit dans la technologie une alternative à l'État démocratique. D'accord. Il finance des projets pour disrupter l'État, le remplacer par des structures privées. Plus efficiente, moins bureaucratique. Voilà. On a l'impression que Thiel et Trump partagent une vision commune. Oui. Une forme d'anti-étatisme couplée à une fascination pour le pouvoir individualiste. Exactement. Le livre met en lumière cette convergence d'intérêts entre Trump et ses milliardaires de la tech. Qui cherchent à remodeler le monde à leur image. Oui. On comprend mieux comment Elon Musk s'inscrit dans cette vision. Oui. Le livre détaille comment il a utilisé son poste au DOJ pour disrupter des agences gouvernementales, les transformer en sorte de start-up géantes. Oui, c'est un exemple flagrant de ce que Lamninani appelle le techno-césarisme. Encore un concept un peu flou pour moi. La fusion de l'autoritarisme avec l'innovation technologique. Peux-tu développer un peu Ednus? Le techno-césarisme décrit un système politique où les technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle, Oui. la surveillance de masse, le contrôle des données, sont mises au service d'un pouvoir autoritaire. Pour contrôler la population, censurer l'information, réprimer toute forme d'opposition. Imaginez un monde où chaque aspect de votre vie est surveillé, contrôlé par des algorithmes. C'est effrayant. Oui, On dirait bien que le livre d'El Adinani nous met en garde contre ce danger. tout à fait. Il analyse comment Trump utilise la technologie pour consolider son pouvoir.
Contourner les garde-fous démocratiques, centraliser la prise de décision. La nomination de Musk au DOJ n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette tendance inquiétante. Tout à fait. Et quelles sont les conséquences concrètes de cette stratégie? Comment s'est-elle traduite au niveau de l'administration américaine Mugwish? Elle a, Denani, décrit une véritable offensive contre l'appareil d'État. On purge les fonctionnaires avec l'ultimatum Fork in the Road. Oui. Nomination controversée de loyalistes à des postes clés. L'utilisation massive des décrets pour contourner le Congrès. On remplace les experts par des fidèles, on démantèle les agences hostiles et on s'attaque au contre-pouvoir. C'est une stratégie méthodique de prise de contrôle. Tout à fait. Qui s'appuie sur le chaos et la confusion pour affaiblir toute résistance. Exactement. C'est comme si Trump s'employait à vider l'État de sa substance et à le reconstruire à son image. Et tout cela, ça n'a pas pu rester sans conséquences au niveau international, j'imagine. Effectivement, c'est un véritable séisme géopolitique. Trump se retire des accords internationaux. Oui, il déstabilise les alliances traditionnelles. Il privilégie une diplomatie transactionnelle basée sur la force brute. On assiste à un retour du nationalisme et à une fragmentation de l'ordre mondial. Oui. C'est assez paradoxal quand on y pense. Trump se présente comme un défenseur de la souveraineté nationale. Oui. Mais il démantèle les structures qui garantissent l'indépendance et la puissance des États-Unis sur la scène internationale. Oui, c'est l'un des paradoxes du trumpisme. On dénonce la mondialisation tout en s'appuyant sur des acteurs globaux comme les GAFA pour étendre son influence. On prône l'isolationnisme tout en adoptant une posture agressive sur la scène internationale. Oui. Il y a quelque chose de schizophrène dans cette stratégie. On a l'impression que Trump veut imposer sa vision du monde par tous les moyens, quitte à créer le chaos et à fragiliser les structures existantes. C'est une analyse pertinente. On sent que Trump est animé par une volonté de puissance, un désir de laisser sa marque sur l'histoire, quitte à bousculer l'ordre établi et à prendre des risques considérables. Et quelles sont les conséquences concrètes de cette stratégie sur les relations internationales des États-Unis? On va en parler tout de suite après une courte pause. Reprenons notre exploration de démocratie hacker. On a vu que la stratégie de Trump a des répercussions profondes sur la scène internationale. Quelles sont les conséquences pour l'Europe? Le livre met en avant une marginalisation progressive de l'Europe. Trump semble la percevoir comme un partenaire peu fiable, trop dépendant des États-Unis pour sa sécurité. Son attitude lors des négociations sur l'Ukraine, par exemple. Oui. Exclure l'Union européenne des discussions. Exactement. Pour privilégier un tête-à-tête avec Poutine. Un signal fort. L'Europe n'a pas son mot à dire Oui. dans les grandes décisions géopolitiques. Et cette marginalisation s'accompagne d'une tentative de déstabilisation. Trump soutient les mouvements populistes eurosceptiques, attise les divisions entre les pays membres. On dirait qu'il cherche à affaiblir l'Union européenne. Oui. Pour mieux négocier avec elle ensuite en position de force. C'est une analyse plausible. Fragmenter l'Europe. Empêcher qu'elle constitue une force d'opposition. Oui, à sa vision du monde. Et l'OTAN dans tout ça. Trump l'a souvent critiquée, la jugeant obsolète et trop coûteuse. L'OTAN est un point de tension. Le livre évoque la possibilité d'un retrait américain. Ah oui? De l'organisation, ou du moins d'une réduction drastique de son engagement. Imaginez l'impact géopolitique. Un bouleversement majeur. L'Europe se retrouverait seule face à la Russie, Oui. sans le parapluie sécuritaire américain. C'est ce que semble vouloir Trump. Forcer l'Europe à prendre en charge sa propre défense. Devenir plus autonome. Oui, quitte à ce que cela se fasse au prix d'une plus grande instabilité. En parlant d'instabilité, qu'en est-il des relations avec le Canada et le Mexique? Trump adopte une attitude très agressive. Il impose des tarifs douaniers. Oui, menace de renégocier les accords de libre-échange. Les tensions avec le Canada au sujet de l'ALENA. Exactement. Cette anecdote où Trump aurait proposé au Canada de devenir le 50e État américain. Une provocation de plus. Un mélange de pragmatisme brutal et de coup d'éclat médiatique. Oui, il veut montrer sa force, imposer sa volonté, quitte à sacrifier les relations historiques. On a l'impression qu'il applique la même stratégie avec tous ses partenaires. Créer des tensions, semer le chaos, Oui. pour mieux imposer ses conditions ensuite. Une forme de diplomatie du chaos qui vise à déstabiliser ses adversaires, les prendre au dépourvu. Passons maintenant à un autre aspect de la stratégie de Trump. Cette fameuse monoro-doctrine numérique. Oui. Qui vise à étendre la domination américaine sur l'hémisphère occidental grâce à la technologie. Trump utilise des entreprises privées comme SpaceX, Palantir ou Neuralink. Contrôler les infrastructures spatiales, les réseaux de communication. La surveillance des populations. Une forme d'impérialisme 2.0 qui s'appuie sur la technologie pour projeter la puissance américaine sans recourir à l'intervention militaire directe. Exactement, c'est plus subtil, plus insidieux. On contrôle les flux de données, on manipule l'information, on impose sa vision du monde via les réseaux sociaux. Oui. Une forme de domination douce mais terriblement efficace. Oui.
Tout cela soulève des questions sur la privatisation du pouvoir. Trump confie des missions régaliennes à des entreprises privées qui échappent au contrôle démocratique. Qui contrôlent ces entreprises? Oui. À qui rendent-elles des comptes? C'est l'un des aspects les plus préoccupants du livre. On risque de voir émerger un État parallèle contrôlé par des intérêts privés opérant en dehors de tout cadre légal. Un scénario effrayant qui rappelle les dystopies de science-fiction. Oui. Revenons au livre. Quel est le message principal que El Aedemia veut faire passer avec Démocratie Hacker? Il nous alerte sur les dangers d'une nouvelle forme de pouvoir qui émerge à l'ère numérique. D'accord. Un pouvoir qui s'appuie sur le spectacle, la manipulation, la technologie et la déconstruction de l'État. Il nous invite à la vigilance, à la résistance face à ces dérives autoritaires. Mais comment résister face à ces nouveaux pouvoirs qui maîtrisent les technologies de l'information, peuvent manipuler les esprits, disposent de moyens financiers colossaux? C'est un défi immense. Il faut repenser la démocratie à l'ère numérique, renforcer les contre-pouvoirs, protéger les libertés individuelles, encadrer le pouvoir des géants de la tech. Un combat sur tous les fronts. Oui, politique, juridique, médiatique, citoyen. On se retrouve juste après la pause pour explorer les solutions possibles et les perspectives d'avenir pour la démocratie face à ces nouveaux défis. On a vu comment la stratégie de Trump décrite dans Démocratie Hacker impacte profondément les États-Unis et le monde entier. Mais au-delà des actions concrètes, ce qui est vraiment inquiétant, c'est l'émergence d'un nouveau modèle de pouvoir. Un modèle potentiellement exportable, reproductible ailleurs. Absolument. Et c'est là que le concept de technocésarisme prend toute son importance. Trump, en s'alliant avec des figures comme Elon Musk ou Peter Thiel, met la technologie au service d'un pouvoir autoritaire. Il contourne les institutions démocratiques, centralise le pouvoir, contrôle l'information, et tout cela en s'appuyant sur une rhétorique populiste qui séduit une partie de la population. On pourrait presque dire qu'il hack la démocratie en utilisant les outils du XXIe siècle. C'est une image pertinente. Et ce qui est préoccupant, c'est que ce modèle pourrait se diffuser à d'autres pays. Imaginez des leaders populistes s'inspirant de Trump, utilisant les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion, s'alliant avec des géants de la tech pour contrôler l'information et museler l'opposition. On voit déjà des tendances similaires dans certains pays, avec la montée en puissance de leaders autoritaires qui utilisent la technologie pour consolider leur pouvoir. Le livre de El Aedemia sonne comme un avertissement, un appel à la vigilance face à ces dérives autoritaires. Tout à fait. L'auteur nous met en garde contre les dangers du technocésarisme et nous invite à la résistance. Mais comment résister face à ces nouveaux pouvoirs d'art qui maîtrisent les technologies de l'information, peuvent manipuler les esprits et disposent de moyens financiers colossaux? C'est la grande question. Est-ce qu'on peut encore lutter contre ce genre de pouvoir gai? Ou la démocratie est-elle condamnée à disparaître face à la technologie et à la manipulation de masse? C'est un défi immense, mais pas insurmontable. Il faut repenser la démocratie à l'ère numérique, renforcer les contre-pouvoirs, protéger les libertés individuelles, encadrer le pouvoir des géants de la tech. C'est un combat qui doit se mener sur tous les fronts. Politique, juridique, médiatique, citoyen. On parle souvent de l'importance de l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce qu'une meilleure compréhension du fonctionnement des algorithmes et des techniques de manipulation pourrait aider à contrer le technocésarisme? Absolument. Il est crucial d'éduquer les citoyens dès le plus jeune âge au fonctionnement des réseaux sociaux, aux techniques de manipulation de l'information, à l'importance de l'esprit critique. Il faut aussi soutenir les médias indépendants. D'accord. Encourager le journalisme d'investigation, promouvoir un débat public éclairé et pluraliste. Le livre nous laisse avec une question fondamentale. Quel avenir pour la démocratie face à la montée en puissance du technocésarisme? L'auteur ne donne pas de réponse définitive. Il nous invite à la réflexion, à l'action. Il nous rappelle que la démocratie est un combat permanent. On ne peut survivre que si les citoyens s'engagent à la défendre. Démocratie Hacker est une lecture essentielle pour comprendre les enjeux du monde contemporain. C'est un livre qui nous interpelle, nous alerte sur les dangers qui guettent nos démocraties. Et nous appelle à la mobilisation pour défendre nos libertés. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un appel à l'action. N'oublions pas que l'auteur Shem El Adenegni est un spécialiste de l'intelligence stratégique. Son analyse est d'autant plus crédible qu'elle s'appuie sur une connaissance approfondie des rouages du pouvoir et des stratégies d'influence. Alors, à vous qui nous écoutez, je vous invite à lire Démocratie Hacker. C'est un livre qui ne vous laissera pas indifférent. Et surtout, restez vigilants, restez engagés, car la démocratie est un bien précieux qu'il faut défendre chaque jour. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive dans Démocratie Hacker. À bientôt pour une nouvelle exploration.